Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée Biodiversité, l'Afrique sous pression climatique. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un panel de haut niveau que je vous présente sans attendre. Tout d'abord, Madame Wainala Rahari-Nirina, la ministre de l'Environnement et du Développement durable de Madagascar. Monsieur Jules Dorette Ndongo, qui est le ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun. Il est également le président en exercice de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Monsieur Marc Ona, fondateur et directeur de l'ONG environnementale Brain Forest au Gabon. Et ici, à Paris, je suis aux côtés de Sandra Rullière, qui représente l'Agence française de développement en qualité de responsable adjointe de la division agriculture, développement rural et biodiversité. Et enfin, monsieur Hervé Bourguignon, qui est le président du fonds Moringa. Alors, on le sait, l'Afrique dispose d'une biodiversité sans nul autre pareil, mais cette biodiversité fait face à un certain nombre de défis climatiques, mais pas seulement. Et c'est ce dont nous allons parler tout au long des 50 prochaines minutes. Alors, partons tout d'abord pour Madagascar, rejoindre Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Et merci de nous recevoir aujourd'hui. Très ravie d'être aussi à cette table ronde avec son Excellence Monsieur le ministre du Cameroun et bien évidemment tous les intervenants. Madagascar connaît un phénomène qui a été donc reconnu d'origine climatique, cette famine dans le Grand Sud, et juste peu de temps avant la COP26. La situation s'est vraiment aggravé ces 5 dernières années, mais on va dire que les premiers phénomènes de famine remontent à 1938, et puis c'est arrivé progressivement, et là la récurrence de la famine s'est rapprochée, et surtout on assiste donc depuis 4 ans à l'aggravation du phénomène dû notamment à l'absence d'eau, une pluviométrie qui est très faible. Nous sommes actuellement à 450 mm de pluie à l'année, ce qui représente à peu près un mois de pluie dans l'année par rapport aux autres régions de Madagascar. Et malheureusement, les projections pour les années à venir ne sont pas bonnes du tout, surtout si cette question de la limitation des 1,5 degrés C n'est pas atteinte. Et malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre cet objectif lors de la COP26. Donc, montrer aussi que c'est fortement relié, les réponses par rapport aux défis du Grand Sud et les négociations internationales. Une réponse du gouvernement, c'est un changement d'approche, c'est une approche par la résilience aussi. Sur les 40 dernières années, on était surtout sur une approche humanitaire. Et donc, l'idée maintenant, c'est d'accompagner la transition de ce territoire du Grand Sud vers plus de résilience, l'adaptation, changer aussi les méthodes de culture, changer aussi la manière de s'alimenter, et également différents projets comme la construction d'un pipeline pour transporter de l'eau depuis une zone en amont avec beaucoup plus d'eau vers cette zone qui est de plus en plus aride. D'accord. Alors, quelle est la stratégie globale du gouvernement aujourd'hui pour essayer d'endiguer le phénomène, en quelques mots, Madame la ministre? En quelques mots, l'objectif est de rameuter cet ensemble d'acteurs qui avaient l'habitude de travailler sur l'humanitaire vers une approche donc de résilience, travailler sur les territoires ciblés. Où est-ce qu'on a besoin, par exemple, de déplacer des villageois? Où est-ce qu'on a besoin d'installer des infrastructures pour permettre quand même l'existence d'agriculture, d'élevage et de conditions de vie acceptables dans ces territoires? Travailler également l'agriculture pour qu'elle soit la plus adaptée à ce climat qui est changeant et qui devient un climat très aride, synonyme donc de vrai changement total au niveau des modes de vie de la population. Le gouvernement a, grâce à ses ressources propres internes également, commencé des projets de grandes infrastructures. J'ai parlé tout à l'heure du pipeline, mais surtout de grandes
infrastructures qui permettraient à ces 1 500 000 personnes de trouver dignement les conditions de vie pour pouvoir continuer à rester sur ce territoire et pour pouvoir demain être des populations acteurs de leur vie et non plus des personnes qui attendent de l'aide internationale. Très bien. Partons maintenant pour l'Afrique centrale, rejoindre monsieur le ministre Dorette Ndongo, qui est donc le ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun. Il est également le président en exercice d'un tout nouvel organisme, la COMIFAC, la Commission des Forêts d'Afrique centrale. Alors on le sait, l'Afrique centrale est recouverte d'une forêt qui est aujourd'hui qui est le deuxième poumon vert de la planète, mais qui fait face à un certain nombre de défis et notamment à une pression démographique qui grignote peu à peu la superficie de cet espace forestier. On sait bien que les populations de cette région sont encore largement dépendantes des cultures sur brûlis et ont toujours recours au bois de chauffe. Comment fait-on dès lors, monsieur le ministre, pour pouvoir concilier développement et protection de l'environnement? Bien, merci, j'espère que vous m'entendez bien. Merci pour l'invitation qui m'a été adressée. D'abord, pour commencer, la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale, c'est une organisation intergouvernementale créée par le traité de Brazzaville. C'est en 2005. Nous sommes en 2021, donc c'est quand même, ça commence à durer. Elle n'est pas très récente. Alors, c'est 10 pays, 192 millions d'habitants. Pour ce qui est des massifs forestiers, c'est 300 millions d'hectares de couverts forestiers. Et alors, ces 300 millions d'hectares, du fait de la pression démographique, du fait de l'urbanisation, du fait de l'exploitation minière, donc ces 300 millions d'hectares subissent effectivement des attaques. Mais je dois quand même dire que du point de vue de la comparaison avec l'Amazonie, ou avec l'Asie du Sud-Est, je pense que le taux de déforestation est faible en Afrique centrale. Maintenant, évidemment, nous devons réagir parce qu'en réalité, il y a deux impératifs qui semblent inconciliables, mais que l'on peut concilier. D'une part, la nécessité de préserver le bassin du Congo, de préserver les forêts, parce que stockant le carbone à hauteur de 1,1 milliard de tonnes, elles sont aujourd'hui le principal régulateur du climat mondial, surtout lorsqu'on compare ce qui se passe avec l'Amazonie où la déforestation est très forte. Nous avons l'ambition de dire qu'aujourd'hui, le bassin du Congo est en réalité le premier poumon vert de la planète. Alors, vous avez cet impératif, protection de la biodiversité, préservation des écosystèmes. Mais de l'autre côté, madame, vous avez la nécessité de permettre que les populations du bassin du Congo se développent et qu'elles aient un cadre et des conditions de vie agréables, qu'elles se tournent vers la modernité, et donc vous avez là deux sortes d'impératifs qui semblent antinomiques, mais qui ne le sont pas. Et c'est quoi donc la solution? La solution, c'est la gestion durable. La gestion durable, c'est de prendre en compte la nécessité de planter, de reboiser, en même temps que l'on exploite. C'est la nécessité de veiller au respect des normes d'intervention en milieu forestier. C'est la nécessité de maîtriser les inventaires et de s'assurer du respect des plans d'aménagement des espaces, qu'ils soient des aires protégées. Il y a un important réseau de 206 aires protégées, toutes catégories confondues dans le bassin du Congo. C'est également la nécessité de veiller au plan d'aménagement des réserves forestières et des concessions forestières. Voilà ce que je peux déjà dire, n'est-ce pas, pour concilier ces deux aspects qui semblent antinomiques.
Merci pour cette première intervention. Restons en Afrique centrale et partons au Gabon rejoindre Marcona. Donc Marcona qui est le fondateur et directeur de l'ONG environnementale Brain Forest au Gabon. Le Gabon est un pays recouvert à 85% au moins de forêt. Et aujourd'hui, cette forêt fait l'objet d'un certain nombre d'exploitations, exploitation du bois. Le gouvernement actuellement essaye de concilier justement ce développement économique basé sur l'exploitation du bois avec la protection de la forêt. Concrètement, comment est-ce que ça se passe, Marcona ? Alors, comment ça se passe? Merci. Je note tout simplement que au Gabon, comme au Cameroun, il y a des politiques gouvernementales qui visent à concilier développement et exploitation de ressources. Et pour ce qui concerne le Gabon, je note tout simplement qu'il y a des contradictions. Depuis 2009, et surtout avec l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, on est allé surtout d'annonce en annonce, de contradiction en contradiction. Et là, je parle parce que je suis responsable d'une organisation non gouvernementale qui n'a pas de parti pris, ni contre les opérateurs forestiers, ni contre le gouvernement. Mais on fait tout simplement un constat. Vous savez, en 2010, et en violation de la loi forestière, qui prévoit un taux de transformation de 75% à l'horizon 2012, l'exportation du bois en grume a été interdite. Et les exploitants forestiers se sont retrouvés devant le fait accompli, sommés de devenir des industriels du bois. Or, ce sont des métiers totalement différents. Pour faire bonne figure, le gouvernement avait alors promis des mesures d'accompagnement, mais ces mesures sont toujours attendues aujourd'hui. Vous savez, le secteur forestier a brutalement été désorganisé suite à ces improvisations. Même les négociations en vue de la signature d'un accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne, ces négociations sont restées en plan. Idem pour le contrôle d'aménagement forestier, le projet CAF, soutenu par l'Agence française de développement, dans le cadre de l'accord de conversion de dette. Alors, comme si cela ne suffisait pas, en 2018, il a été annoncé que tous les opérateurs devraient désormais être certifiés FSC en violation des dispositions de la loi sur la concurrence et les principes de libre entreprise. Et dernièrement, nous avons appris que le gouvernement a reculé sur ces questions. Alors, c'est vous dire tout simplement que nous sommes, au niveau de la société civile, nous sommes complètement perdus parce que ce sont des annonces qui n'arrivent pas à positionner une stratégie ferme du gouvernement. Je prends le cas de la certification. Vous savez que la certification est une décision qui concerne l'opérateur. Les entreprises sont libres de choisir le standard qui leur convient et correspond aux attentes de leurs clients. Alors, je dois quand même rappeler que la certification n'est pas une exigence légale et qu'elle reste volontaire par principe. Donc, toutes ces contradictions laissent le sentiment que le gouvernement fait plus dans la communication et des effets d'annonce. Et c'est ce que nous déplorons. Alors, on peut dire que l'intention est là, mais pour l'instant, vous attendez encore plus de résultats, que les choses ne vont pas assez vite. Monsieur Ona ? Effectivement, si on devrait rester cohérent face à des annonces, nous souhaitons que les annonces aillent jusqu'au bout. Par exemple, la signature des accords avec l'Union européenne. Pour nous, c'est un principe de gouvernance. Nous sommes plongés dans une sorte de corruption qui ne dit pas son nom. Alors, face à cette corruption et à toute cette exploitation illégale du bois, il faut qu'absolument, non seulement que les lois soient respectées, parce que la première règle, en dehors de la certification, c'est le respect de la loi, comme le ministre l'a dit tout à l'heure. Les plans d'aménagement forestier sont là. Il va falloir que l'administration aille jusqu'au bout pour le véritable contrôle de ces plans d'aménagement forestier. D'où le projet CAF, financé par l'Union européenne, mais qui a été complètement arrêté. Arrêté du fait tout simplement de la mauvaise gouvernance que nous constatons dans le secteur bois.
Alors, vous appelez les autorités, si on a bien compris, à faire montre de une plus grande vigilance par rapport aux engagements qui ont été pris. Merci, Monsieur Ona, pour cette première intervention. Madame Rullière, on va partir ensemble dans une autre région de l'Afrique, dans la bande sahélo-saharienne, car l'AFD, depuis plusieurs années, soutient un projet de verdissement de la bande sahélo-sahélienne d'ouest en est, sur plusieurs milliers de kilomètres. La Grande Muraille Verte, de quoi s'agit-il ? Merci. La Grande Muraille Verte est vraiment plus qu'un projet, c'est vraiment une initiative africaine qui est un exemple concret de convergence entre les hommes, la nature et le climat. Donc on est sur une initiative qui initialement a été conçue comme une plantation continue d'arbres sur une largeur de 15 km et donc de Dakar jusqu'à Djibouti. Et aujourd'hui, cette vision-là, elle a évolué vers une approche beaucoup plus intégrée de gestion durable des écosystèmes et d'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, cette approche intègre vraiment les dimensions d'adaptation au changement climatique, d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, de sécurité alimentaire, qui constitue un énorme enjeu dans cette région, comme le montrent les derniers chiffres issus du RCPA, qui indiquent que 33 millions de personnes pourraient souffrir de la faim en 2022. Cette initiative permet aussi donc de travailler sur des questions de gestion des écosystèmes. Donc il y a une nouvelle dynamique qui a été lancée au moment du One Planet Summit en janvier 2021, qui a été une étape vraiment essentielle pour remobiliser au niveau international et mettre en lumière cette initiative africaine importante et donc accélérer sa mise en œuvre. Donc aujourd'hui, différents partenaires internationaux sont mobilisés pour le financement de cette initiative. Des annonces importantes ont été faites lors du One Planet Summit, qui s'élève à 19 milliards de dollars sur la période 2021-2025. L'AFD y contribuera à hauteur de 600 millions d'euros sur cette même période, sur des actions de développement agricole et rural en appui à ces pays de la Grande Muraille Verte. Quand est-ce que cette Grande Muraille Verte devrait voir le jour, devrait être finalisée ? Alors, idéalement. Aujourd'hui, il y a des objectifs qui ont été fixés à l'horizon 2030, qui sont des objectifs extrêmement ambitieux, puisque on vise, enfin les États ont décidé de viser 100 millions d'hectares de terres à restaurer, de terres dégradées à restaurer, de séquestrer 250 millions de tonnes de carbone, de créer 10 millions d'emplois, d'améliorer la sécurité alimentaire de 20 millions de personnes et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de millions de personnes vivant au Sahel. Et de promouvoir des pratiques agricoles plus durables et résilientes au changement climatique. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Hervé Bourguignon, vous êtes le président du fonds Moringa. Donc, c'est un fonds d'investissement dédié au financement de projets d'agroforesterie durable, orientés notamment vers le continent africain. C'est une initiative de la compagnie Benjamin de Rothschild. De quelle façon, quel est le volume de vos investissements en Afrique et de quelle façon sont-ils orientés, vers quel secteur ? Oui, alors effectivement, c'est un fonds qui a été sponsorisé à l'origine par la banque Edmond de Rothschild et par l'ONFI, la filiale internationale de l'Office national des forêts, et avec un certain nombre d'investisseurs, beaucoup de ce qu'on appelle des DFI, c'est-à-dire des agences de coopération, la filiale de l'AFD, Proparco et d'autres, et également des multilatéraux comme la Banque africaine de développement, et avec ce qu'on appelle des family office, c'est-à-dire des familles qui ont investi une partie de leur patrimoine dans ce fonds. Donc, nous avons investi à peu près dans 6 projets. Alors, on a investi par exemple dans la noix de cajou au Bénin, dans une société qui s'appelle Tolaro, qui achète en fait les noix de cajou brutes à des associations de paysans et qui les processent et qui ensuite les vendent localement et internationalement. Nous avons investi également dans l'ananas organique, bio,
pour en faire des jus de fruits au Togo. Toujours sur le même principe, hein, on développe des filières paysannes, on les aide à s'améliorer, à créer les meilleures pratiques agronomiques. On construit une usine, puis ensuite on vend les produits sur les marchés locaux et internationaux. Nous avons investi également au Ghana, dans le secteur de l'huile de palme paysanne. Hein. Je crois que rapidement, il faut dire tout de même que l'huile de palme en Afrique, c'est un produit qui fait partie des habitudes. Absolument, c'est usuel, oui. Voilà, et ce sont des petites plantations de quelques hectares au grand maximum. Donc nous achetons les fruits aux paysans et on les transforme en huile rouge pour être vendus sur les marchés locaux et internationaux. Et enfin, nous avons investi au Mali dans 2 projets. Un projet de mangue. Alors, vous savez que le Mali, c'est un pays qui est le premier producteur de mangue en Afrique, à peu près 130 000 tonnes. Et pourtant, elles ne sont pas utilisées, elles restent souvent par terre. Elles ne sont pas vendues. Et donc, ce sont des revenus, au fond, qui sont à la disposition des paysans, mais qui ne leur rapportent rien. Donc, nous achetons à peu près 6 à 8 000 tonnes de mangue que l'on transforme également localement en purée de mangue et maintenant en cubes congelés, qu'on transforme également en jus à destination des marchés locaux. Donc voilà, on investit entre 2 et 8 millions d'euros par projet. Je dirais qu'au total, on a investi à peu près 25 millions d'euros sur tous ces pays. Merci pour cette introduction, Monsieur Bourguignon. Retournons à Madagascar. Madame la ministre, un petit peu plus tôt, nous évoquions la question des forêts avec Monsieur le ministre et Marc Ona. Alors, Madagascar est également confronté à des défis en termes de protection forestière importants, puisque le pays perdrait environ 100 000 hectares de superficie forestière par an. Tant et si bien qu'en 60 ans, il y a 60 ans, Madagascar était recouvert à près de 45% par la forêt et aujourd'hui, la forêt ne représente plus que 12% du territoire. Qu'est-ce qui est fait au niveau des autorités locales pour pouvoir enrayer ce phénomène et intégrer aussi les populations dans des solutions inclusives ? Oui, effectivement, merci beaucoup pour ces éléments qui rappellent que Madagascar est un pays d'abord avec une biodiversité unique, mais qui est fortement menacée. Et nous sommes aujourd'hui effectivement à 12% de couverture forestière. Le président de la République, Anjanirina Lahatswen, a lancé depuis 2019 le vaste programme de reforestation de Madagascar avec un objectif de renverser la tendance et d'inverser la courbe de la reforestation et la courbe des surfaces perdues chaque année. Nous sommes à effectivement entre 100 000 et 125 000 hectares de pertes annuelles. Ce programme de reforestation est un programme national, un programme inclusif et surtout un programme qui inclut le secteur privé. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'engagement de Madagascar de restaurer 4 millions d'hectares d'ici 2030 et nous avons terminé un tiers de nos engagements. Il faut savoir également que nous avons mis en place des mécanismes qui permettent aux populations locales à la fois d'aller sur des projets de conservation ou de reboisement reforestation, mais tout en y gagnant, notamment avec la mise en place du premier contrat REDD+ de Madagascar, signé en janvier dernier, janvier 2021, où l'objectif étant de faire de la séquestration de carbone, réduction des émissions de carbone au profit des grands pays pollueurs dans le cadre du FCPF, qui est donc un fonds carbone qui associe différents pays et sur lesquels Madagascar reçoit sur la base de performance un paiement, l'objectif étant de faire 10 millions de tonnes carbone à travers ce premier contrat. Nous avons aussi lancé depuis plusieurs années maintenant ce qu'on appelle les transferts de gestion
des ressources naturelles aux communautés locales où l'objectif est de donner donc la gouvernance de ces sites à des communautés qui vont développer elles-mêmes des chaînes de valeur, que ce soit sur la question de du bois, mais aussi tout ce qui est produits forestiers non ligneux, l'apiculture, les huiles essentielles, etc. Ces projets ne sont pas largement suffisants, en tout cas en termes de création de revenus, puisque le constat est qu'il y a aussi une grosse déperdition liée à l'utilisation pour l'énergie, l'accès à l'énergie des ménages. J'ai entendu tout à l'heure le Cameroun qui connaît également la même problématique. 92% des Malagasy utilisent encore à ce jour donc le charbon de bois. Et là, l'État a lancé également un programme de transition énergétique des ménages pour la promotion d'alternatives au charbon de bois telles que le bioéthanol, le biogaz, mais également d'autres formes d'énergie qui impactent moins sur nos forêts. En parallèle à cela, il y a également le développement de l'économie verte et de l'économie bleue pour permettre justement aux communautés d'avoir des revenus décents, dignes à travers différentes chaînes de valeur ou filières. Nous avons énormément de succès maintenant sur les mangroves, gestion des mangroves par les populations locales qui se sont converties dans la pêche artisanale et qui ont abandonné par exemple le charbonnage dans les mangroves. Donc on voit bien que les projets intégrés sont ceux qui marchent le plus et sur lesquels le gouvernement fait énormément d'efforts à travers maintenant aussi différents projets lancés avec la Banque mondiale sur le Clean Cooking Energy, dans l'idée d'atteindre vraiment ces 92% de Malagasy et avoir une masse critique qui puisse assurer cette transformation et cette réduction des pressions sur les forêts à travers l'utilisation énergétique, mais aussi à travers l'agriculture responsable et plus durable. Alors, Madame la ministre, vous parlez justement de solutions intégrées. Monsieur Dorette Ndongo, vous êtes ministre des Forêts et de la Faune au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui dispose d'une faune importante. J'aimerais vous faire réagir sur un rapport qui a été publié une petite année maintenant par le WWF et qui a alerté la communauté internationale sur la baisse des espèces vertébrées sur les dernières années. Entre 1970 et 2016, le WWF estime qu'il y a 68% des populations de vertébrés qui ont disparu. Alors dans un pays comme le Cameroun, qui regorge d'espèces nombreuses, multiples, impressionnantes, de quelle façon est-ce que vous protégez votre faune et que vous intégrez les populations locales dans vos solutions? Nous disposons d'un important réseau d'aires protégées. Je dirais que les aires protégées au Cameroun, c'est pratiquement 10 millions d'hectares par rapport à l'ensemble du domaine forestier permanent, c'est-à-dire un domaine qui fait partie du domaine privé de l'État et qui est réservé aux concessions, aux forêts communales et aux aires protégées. Alors, ces aires protégées constituent l'habitat naturel des grands fauves. Les animaux y vivent en liberté. Et bien, j'ai suivi les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure du rapport de WWF. Je ne les ai pas, mais qu'à cela ne tienne. Les aires protégées sont des aires qui sont interdites, n'est-ce pas, à la pénétration et aux activités anthropiques, les cultures, l'orpaillage, l'installation même des populations, même si aujourd'hui, comme on le sait, le pays fait face à un afflux important de réfugiés qui nous viennent de République centrafricaine, qui nous viennent du Nigeria et qui occupent des espaces sans la moindre organisation. Évidemment, il y a là un impact et une pression sur les forêts et sur la biodiversité, notamment les animaux. Alors, la réglementation veut que les populations ne puissent pas avoir accès à ces aires protégées et les ONG qui y travaillent et nous-mêmes qui disposons de personnel dans les services déconcentrés, nous travaillons beaucoup en relation avec les populations riveraines, populations autochtones qui évidemment connaissent très bien ces espaces
et qui nous servent de pisteurs et d'accompagnateurs des éco-gardes. Maintenant, je dirais que le danger existe. Le danger existe en termes de braconnage. Il faut lutter contre le braconnage. Il faut lutter contre la destruction de l'habitat. Il faut lutter contre les changements climatiques. Pour ce qui est du braconnage, comme vous le savez, nous sommes partis du braconnage à l'ancienne avec des arcs et des lances pour faire face à un braconnage de cavaliers lourdement armés avec des armes de guerre qui viennent chercher des trophées et qui cherchent les trophées pour les revendre sur les marchés, dans les marchés extérieurs. Et c'est parce que justement les marchés existent, il y a donc une demande et cette demande doit être satisfaite. Et malheureusement, c'est dans nos aires protégées que ces braconniers lourdement armés viennent chercher le produit, n'est-ce pas, de la vente qui est envisagée. Il y a de l'autre côté, il y a la destruction de l'habitat. Là, comme je le disais tantôt, c'est le fait de la pression démographique, c'est le fait des réfugiés qui s'installent. Il faut bien qu'ils puissent eux-mêmes fuir les difficultés auxquelles ils font face dans les pays de départ pour sauvegarder leur vie, pour sauvegarder la progéniture. À côté de cela, qu'est-ce que nous faisons en dehors du respect de la loi? Mais nous avons signé des conventions, soit avec d'importantes ONG qui disposent de moyens accrus. Nous avons également des conventions internes avec les forces de défense et de sécurité, dont le ministère des Forêts et de la Faune a ainsi signé en 2016 un mémorandum d'entente avec le ministère de la Défense pour que, lorsque nous avons des informations relatives à la présence de braconniers sur site, que le ministère de la Défense, par les forces régulières, puisse appuyer les éco-gardes, n'est-ce pas, dans la traque et dans le renvoi, n'est-ce pas, la neutralisation de ces ennemis. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur cette question. Alors, effectivement, c'est très intéressant, hein. On voit bien que le recours aux forces de sécurité est primordial pour préserver cette faune. Restons en Afrique centrale et partons au Gabon, où l'éléphant de forêt dont à peu près 50% de la population se trouve aujourd'hui au Gabon, est menacé par un certain nombre de défis, qu'il s'agisse de braconnage, de rétrécissement de leur espace vital ou alors de conflits hommes-animaux. C'est vrai que l'éléphant de forêt et de toutes les conversations aujourd'hui, Marcona, où en est-on? Quelles sont les dispositions prises pour protéger les animaux tout en préservant aussi les cultures vivrières, notamment des populations qui se plaignent de plus en plus de la présence de ces éléphants, Monsieur Ona? Oui, merci. Le Gabon, aujourd'hui, vit un conflit homme-faune très, très considérable. Alors, c'est l'actualité brûlante. Partout dans l'arrière-pays, les populations se plaignent de la déprédation des cultures et des dégâts divers. Le gouvernement a annoncé récemment la tenue d'une prochaine une sorte de grande réunion des assises nationales pour traiter de cette question. Mais nous nous préparons à prendre une part très active à ces assises. Mais pour l'heure, j'énoncerai deux principes. D'abord, la protection de l'environnement doit être au service de l'homme et non le contraire. Elle doit être incantatoire et se suffire à elle-même, mais doit rechercher le bien-être humain. Ensuite, le suivi écologique doit être un outil d'aide à la décision et non un instrument de propagande politicienne. Le dernier rapport publié par le WCS dénombre la population des éléphants au Gabon à 95 000 des éléphants de forêt. Mais cette donnée conjuguée à leur répartition spatiale doit nous aider à trouver des solutions pérennes au conflit homme-faune. Ce qu'il faut surtout éviter au regard de l'actualité, c'est de faire de l'homme l'ennemi de l'éléphant. C'est-à-dire, si les décisions ne sont pas prises, des décisions pérennes, nous allons nous retrouver
non seulement face à des braconniers, comme monsieur le ministre du Cameroun l'a dit, mais aussi face aux populations qui deviennent des ennemis. Or, toutes les décisions que nous prenons, toutes les stratégies que nous essayons de mettre en place, c'est non seulement de préserver la vie humaine, mais aussi de protéger ces éléphants qui constituent l'essentiel, un maillon essentiel de nos écosystèmes forestiers. Alors, est-ce qu'on parle de plus en plus des conflits hommes-éléphants, mais est-ce qu'il y en a davantage qu'autrefois? Ou alors, est-ce que le sujet est davantage porté en avant aujourd'hui qu'il y a encore quelques années, Monsieur Ona? Le véritable problème qui se pose, et c'est la question que tout le monde, que nous nous posons au sein des ONG, la cohabitation entre les humains et les éléphants était une cohabitation correcte, parce que les éléphants n'arrivent pas en Afrique centrale aujourd'hui. Il y a toujours eu cette cohabitation, mais la question que tout le monde se pose, pourquoi aujourd'hui cette prédominance, pourquoi cette population d'éléphants a été multipliée parfois par 10? Nous avons esquissé quelques réponses. Le taux, on essaie d'étouffer l'impact de la déforestation liée aux exploitants forestiers, on essaye d'étouffer cet impact. Moi, je le considère comme étant essentiel. Parce que si l'habitat des éléphants est déstabilisé et perturbé, il va de soi que ces êtres vivants vont essayer d'aller chercher de quoi survivre dans des zones où ils essaient de trouver leur aliment, c'est-à-dire les zones habitées. Et par conséquent, nous allons nous retrouver face à des conflits où les populations ont développé des plantations et ce sont les éléphants qui en profitent. Mais malheureusement, au Gabon aujourd'hui, les peines d'emprisonnement sont tellement élevées si vous touchez un éléphant. Et les Gabonais ont l'impression qu'on ne protège plus les éléphants que les humains. Parce que quand vous êtes face à une situation de destruction de vos plantations, il n'y a pas d'accompagnement direct, il n'y a pas d'assistance psychologique. En 2 semaines, nous avons assisté à des tueries. Il y a eu des meurtres, des éléphants qui ont tué 2 personnes. Malheureusement, il n'y a pas eu cette réaction prompte du gouvernement. Mais tout récemment, un compatriote a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme pour avoir tué un éléphant du fait tout simplement de la légitime défense. Pas plus tard que hier, le ministre de l'Environnement a décidé des battues administratives, c'est-à-dire demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur si on peut procéder à des battues administratives. Mais sauf que le chiffre des battues n'a pas été programmé. Moi, j'ai posé la question sur 95 000 éléphants dénombrés récemment au Gabon. Combien d'éléphants devrait-on tuer pour assurer cet équilibre? Oui, des décisions sont prises sans pour autant faire asseoir toutes les parties prenantes afin que les solutions ne soient pas des solutions aussi violentes. Je suis convaincu qu'en milieu rural, les populations qui ont toujours vécu avec ces éléphants sans grand problème peuvent en ce moment trouver des solutions qui garantissent la sécurité des deux êtres. Alors nous attendrons évidemment cette grande consultation nationale et nous suivrons le dossier avec attention. Madame Rullière, alors je sais que l'AFD finance un projet de police scientifique faunique avec un laboratoire à Libreville justement sur la question des éléphants. On va revenir plutôt sur des sujets d'agroforesterie ou d'agroécologie en Afrique parce qu'au-delà de la Grande Muraille Verte, il me semble qu'il y a quand même plusieurs initiatives qui sont prises qui sont soutenus par l'AFD pour pouvoir inclure les populations justement dans cette agriculture durable, inclusive. Oui, tout à fait, merci. Vraiment, l'agroécologie, l'agroforesterie est vraiment au cœur de la stratégie d'intervention de l'AFD. Donc, l'idée est vraiment de contribuer à ces transitions productives et écologiques sur les territoires ruraux. Alors,
on essaye, au travers de cette contribution, à répondre à un enjeu qui est une augmentation de la demande alimentaire liée à l'augmentation de la population mondiale, tout en sécurisant les revenus des ménages ruraux, en préservant la biodiversité, en préservant l'environnement et en luttant contre le changement climatique. Donc, au travers des interventions que nous finançons, l'idée est vraiment d'accompagner les producteurs à développer des systèmes de culture et des systèmes de production qui sont très innovants et finalement à très haute technicité environnementale. Donc pour cela, il y a un besoin de renforcer les capacités modifier ces pratiques, des pratiques agricoles, avec donc des besoins d'appuyer les dispositifs de conseil agricole, de formation professionnelle pour les producteurs. Également, un besoin de finances vertes, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour accompagner justement ces transitions, et une mobilisation de la recherche pour tester des nouvelles pratiques, des nouvelles modalités pour une production plus durable. Si vous aviez un exemple ou deux concrètement. Alors, l'AFD finance des projets d'appui à la transition agroécologique par exemple sur des zones cotonnières comme au Bénin, avec le projet TASCO qui a été cette année mis à l'échelle pour améliorer durablement les revenus des producteurs et les rendements agricoles dans ces zones cotonnières. Nous finançons également des projets, des plateformes de connaissances régionales et nationales, comme par exemple au travers de cette Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest, et bien entendu un appui et un soutien aux politiques publiques, et notamment à l'ECOWAP, au niveau de la CEDEAO. D'accord, merci beaucoup. Alors, Monsieur Bourguignon, tout à l'heure, vous évoquiez les filières dans lesquelles vous investissiez. On parle de matières premières, on parle de mangue. Vous aviez évoqué la transformation des mangues. On parlait aussi de la filière de l'anarcade. Alors, c'est vrai que souvent, en ce qui concerne la noix de cajou, par exemple, elles partent au Vietnam, par exemple, et elles partent de façon brute et sans transformation. Donc là, c'est vrai que de quelle façon est-ce que vous accompagnez aussi la création de valeur à travers la transformation locale dans certaines filières ? C'est une très bonne question que vous soulevez là, parce qu'effectivement, ce que nous essayons de faire, alors, le micro, c'est de développer nos projets selon 3 piliers. Le premier pilier, c'est de développer des associations paysannes, de les aider donc à acquérir les techniques agronomiques, les certifications nécessaires, à améliorer d'une manière générale les pratiques. Et la deuxième, c'est de transformer localement près des bassins de production. Dans l'exemple de la noix de cajou est tout à fait exemplaire, c'est que effectivement certains pays d'Asie du Sud-Est vont chercher la noix de cajou en Afrique de l'Ouest, l'amènent en Asie du Sud-Est, la transforment et puis ensuite la vendent sur les marchés européens et américains, et ça fait à peu près 10 000 kilomètres de transport, alors que nous, ça fait à peine 200-300 km au grand maximum. On va chercher les noix de cajou autour de notre usine, on les transforme, et puis après, on les vend sur les marchés internationaux, certes, mais aussi sur les marchés locaux. Parce que ça commence aussi là, vous savez, si vous cherchez des noix de cajou transformées, vous en trouverez naturellement, mais vous pourrez aussi en trouver des noix de cajou au Bénin qui sont importées des pays européens. Voilà. Donc nous les vendons localement aux producteurs locaux. On essaie d'éviter également ces émissions de carbone par du transport qui est tout à fait inutile. Et puis je crois que l'impact aussi très important, c'est l'impact sur les populations locales. C'est que le fait de pouvoir acheter régulièrement, année après année, les noix de cajou brutes et ensuite de les transformer localement, ça leur amène des revenus dans des régions qui sont très isolées.
qui n'ont souvent, qui sont au bord de la pauvreté, des normes de pauvreté absolue. Donc on amène vraiment du cash à des populations. Moi, je me souviens encore avoir parlé avec des paysans qui disent bon, eh bien, on a vu vraiment la différence depuis votre investissement. Nos enfants vont à l'école maintenant. Donc je pense que c'est vraiment le type d'investissement qu'il faut dans ces pays, et il faut produire localement. Donc le premier pilier, c'est développer des filières agricoles locales, des associations de paysans, d'hommes, de femmes. Ensuite, de les transformer localement le plus largement possible, puis après de les vendre sur les marchés locaux et les marchés internationaux. Et les marchés internationaux sont demandeurs de produits organiques. Nos produits sont organiques, sont tous organiques, en tout cas pour la plupart. Et puis, c'est beaucoup de bienfaits santé. Vous savez que tous les bienfaits de la cajou, c'est des protéines, ce sont de bonnes huiles, c'est beaucoup d'antioxydants, etc. Donc, c'est de travailler sur ces tendances bienfaits santé dans les pays en Europe et aux États-Unis. Merci beaucoup. Alors pour terminer, parce que nous sommes bientôt à la fin de cet échange, vraiment en 1 minute à chacun d'entre vous, je vous demanderai de revenir mais rapidement sur l'accord de Glasgow. Je sais, Madame la Ministre, que vous êtes arrivée avec un certain nombre d'attentes. Est-ce que finalement cet accord a été à la mesure de ces attentes, en un mot? En un mot, le pacte de Glasgow n'était absolument pas à la hauteur des attentes. On n'a pas réussi à limiter les 1,5 degré. On n'a pas réussi à avoir des réponses sur la question du financement de l'adaptation, et même sur les questions de l'énergie fossile, il n'y a pas eu de vrai engagement du multilatéralisme, mais de quelques pays. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous poserai la même question. Est-ce que vous êtes déçu ou au contraire plutôt optimiste par rapport aux conclusions de cette 26e conférence des partis? Nous étions partis à Glasgow, comme beaucoup d'autres, avec l'objectif de limitation du climat à 1,5 degré. On ne l'a pas atteint, même si on a discuté de choses très sérieuses, concrètes, comme la limitation du recours aux énergies fossiles, comme la limitation du méthane, mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire. C'est comme ça qu'on peut conclure. Maintenant, en tant que président en exercice de la Comifac, moi je rentre plutôt satisfait parce que les pays du bassin du Congo, les pays de l'espace Comifac, ont reçu des donateurs de façon directe et non de façon globale, la promesse quand même d'un décaissement de 1,5 milliard de dollars américains, ce qui fait plus de environ 983 milliards de francs CFA. Je pense que c'est un bon résultat. Il s'agit maintenant de concrétiser tout cela, de rendre effectifs ces moyens et surtout d'aménager le chemin, l'accès qui conduit à leur utilisation, parce qu'on a souvent vu des conférences où on nous fait des promesses, puis après l'accès au financement, soit en passant par le Fonds vert climat, soit en passant par d'autres véhicules financiers, cet accès est réellement difficile. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Marcona, est-ce que finalement les grandes puissances ont joué le jeu de la solidarité climatique, selon vous? Non, je ne pense pas. Je suis particulièrement déçu. J'ai décidé de ne plus aller à ces réunions. J'ai été pour la dernière fois à Paris. J'ai participé à tous les COP auparavant. Mais je me rends finalement compte qu'à chaque COP correspond son échec. Et je me pose la question, à quoi servent ces grandes réunions? Pourquoi ne pas organiser une réunion restreinte des chefs d'État, comme les G20 par exemple, et puis que ces décideurs essayent de s'entendre? Parce que autant des gros financements sont investis pour organiser ces réunions qui durent plusieurs jours, ben, ces montants peuvent servir, je pense bien, à commencer à résoudre des petits problèmes climatiques que les pays en développement rencontrent. Et si à chaque fois on doit sortir avec un échec, ça ne sert à rien pour moi. Ça, c'est un activiste qui parle. Je ne suis pas politique. Très bien, Monsieur Ona, on a entendu votre message. Madame Rullière, la même question. Merci. Peut-être 2 messages de notre côté. Donc, parce que la COP26 a vraiment démontré le rôle catalyseur et stratégique des banques publiques de développement
pour financer le développement bas carbone et résilient des pays. Et le deuxième message, c'est qu'il nous semble que le sujet de la convergence entre les agendas climat et biodiversité a vraiment pris une place importante lors de cette COP26. C'est un des marqueurs forts de l'activité de l'AFD en matière de lutte contre le changement climatique et d'adaptation. Et donc nous sommes pleinement engagés dans cette coalition de convergence des financements climat en faveur de la biodiversité, avec un engagement d'ici à 2025 que 30% de nos financements climat soient également favorables à la biodiversité. En espérant que ces engagements soient tenus. Et alors, Monsieur Bourguignon, le mot de la fin, là, on a vu quand même un manque de solidarité sur la question de la finance verte, que ce soit au niveau des engagements des 100 milliards qui n'ont pas été, c'est des engagements qui n'ont pas été tenus. C'est pareil, les pays émergents étaient venus avec cette volonté d'avoir un nouveau mécanisme pour financer les préjudices, et ça, c'est resté lettre morte. En quelques mots. Je crois qu'il faut vraiment aider à financer là où c'est nécessaire, c'est-à-dire là où il y a un impact environnemental, là où il y a un impact social. Il faut accepter que c'est des capitaux qui sont mis patient capital, comme on dit en anglais, pour le temps long. Il ne faut pas attendre des retours extraordinaires. Il faut d'abord investir là où c'est nécessaire. Il faut des projets verts avant tout. Et puis, il faut effectivement arrêter de penser qu'on aura des retours économiques extraordinaires. Je crois que ça n'est plus le problème. Très bien, des projets verts avant tout, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Marcona, Madame Rullière et Monsieur Bourguignon d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Les débats continuent. À très bientôt.